Cet épisode est à propos de rien. Rien comme dans rien à faire, rien à voir, rien à déclarer, rien à perdre, et mine de rien, rien ne va plus pour les moins que rien qui n'en ont rien à chier. Non, rien de rien. Rien est partout, tout le temps, mais on l'évite à tout prix. Qu'est-ce qu'on a contre rien? Pour le découvrir, va falloir y réfléchir un peu et en parler. Avant de commencer, je crois que c'est important de faire la distinction suivante. Parler de rien, ce n'est pas la même chose que parler pour rien dire. Parce que ça, on le fait déjà beaucoup. Bonjour, Sophie. J'en avais pas mal. Je me voyais pas partir. Fait que j'ai demandé c'est quoi le temps de Une grande proportion de notre discours ambiant, qui est transmis à travers les médias d'héritage, la culture populaire et les réseaux sociaux, ne porte aucun message, ne s'intéresse à aucun enjeu, ne diffuse aucune information pertinente et ne réfère à rien d'autre que le discours en lui-même. Un immense serpent qui se mange la queue, une queue vide comme le serpent qui la mange, qui au final ne mange rien, rien d'autre que sa queue, vide comme lui. Paradoxalement, cette culture du vide, ce n'est pas rien. C'est le contraire de rien. C'est quelque chose. Parler pour rien dire, c'est meubler le silence. C'est remplir le vide. C'est empêcher que rien existe. Tu dis n'importe quoi, c'est plus fort que toi, tu dis n'importe quoi. Parce que rien, ça nous angoisse, ça nous inquiète, ça nous fait peur. Rien, ça nous terrorise. Quand j'ai rencontré Gilles Brassard, il m'a dit que le plus grand échec de la physique moderne, c'est la matière noire. C'est clair que je dirais quasiment la plus grande honte de la physique contemporaine, c'est de vraiment pas comprendre c'est quoi la matière noire et l'énergie noire. Appelle-la noire ou sombre, comme tu veux. On comprend pas ce que c'est. Puis d'après ce qu'on observe, c'est comme 95, je sais plus combien % de toute la matière, c'est ça, puis on sait pas c'est quoi. On s'intéresse tellement aux choses qu'on ne sait pas encore c'est quoi l'espace entre les choses. Et fait à noter, l'espace entre les choses prend plus d'espace que les choses. Il y a plus de rien que de tout. Et ça, c'est pas rien. Mais c'est quoi rien? Mon nom est Philippe Signa et vous écoutez Rien. Hey, non, j'ai dit rien. On écoute rien. Tu comprends? Merci. De rien. Exactement. Chapitre 1. Rien. Là, je le sais, vous vous dites, pourquoi ça continue cette affaire-là? Je vous ai promis rien et vous voilà encore face à quelque chose. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Il y a deux écoles de pensée. En passant, juste dire, j'adore les écoles de pensée, parce que l'existence des écoles de pensée implique non seulement l'existence des commissions scolaires de la pensée, mais aussi celle du ministre de la pensée. Pensez à ça. Quand je dis que l'épisode est à propos de rien, il y a deux façons de me comprendre. Première façon, cet épisode est à propos de rien, dans le sens que cet épisode n'est pas à propos de quelque chose. Deuxième façon, cet épisode est à propos de rien, dans le sens que cet épisode est à propos de quelque chose. La première lecture suggère que rien est quantificatif, qu'il quantifie, qu'il concerne la quantité ou l'absence de quantité dans le cas de rien. Donc, si l'épisode est à propos de rien, il n'y a pas de choses à quantifier dans l'épisode. La quantité de choses dans l'épisode est 0. Cet épisode est donc à propos de rien. La deuxième lecture utilise rien comme un nom commun. L'épisode est à propos de rien, donc l'objet de l'épisode est bel et bien quelque chose, même si ce quelque chose, c'est rien. Cet épisode est donc à propos de rien. Décaissé? En passant de quantité à qualité, on transforme l'absence en présence. Mais comment on fait pour savoir de quoi on parle quand on parle de quelque chose d'aussi paradoxal que rien? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Connaissez-vous le paradoxe du menteur? Non. Ça va comme suit.
La présente phrase est fausse. Mais si la phrase est fausse, la phrase est vraie, donc la phrase est fausse, donc la phrase est vraie, donc la phrase est fausse, donc la phrase est vraie, c'est donc nous voilà pris dans les mailles d'un paradoxe. Fait qu'on fait quoi avec ça? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Selon la théorie de la vérité sémantique d'Alfred Tarski, ce qu'on fait avec ça, c'est le métalangage. Citation. Pour formuler des théories linguistiques sans paradoxe sémantique, comme le paradoxe du menteur, il est généralement nécessaire de distinguer le langage que l'on parle, le langage objet, du langage que l'on utilise pour discuter, le métalangage. Tarski insiste que le métalangage doit nécessairement être plus riche que le langage objet parce que justement, on l'utilise pour discuter du langage objet. Ça, c'est pas une affaire théorique, on le comprend et on le fait toute la gang instinctivement. Et ce métalangage-là nous permet d'éviter les paradoxes tels que rien qui serait rien et en même temps quelque chose, et on fait ça en repoussant les limites de notre compréhension d'une abstraction en tant qu'objet. La phrase précédente est vraie. Mais voyons donc! Mais ça ne veut pas dire que l'existence de rien est simplement un tour de magie sémantique ou un Luc Langevin, si vous préférez. C'est un magicien, ça garde ses secrets. Hein? Il y a aussi quelque chose de profondément matérialiste dans notre capacité à octroyer un caractère non paradoxal à la présence d'absence. Considérez les différentes présences d'absence dans notre langage. Le trou, le silence, l'intervalle, l'écart, la perte, le manque, le vide, l'espace, rien. Tous ces mots réfèrent à des états d'absence ou à des absences d'état. Mais posez-vous la question suivante. Pourquoi on nomme des choses qui n'existent pas? Est-ce que ça serait pas par hasard parce que, bien au contraire, elles existent? That is the correct response. Your wager. Rien. Nothing interesting. Merci, je vais poursuivre avec École de philosophie antique pour 400 $, s'il vous plaît. Fondée par les Phocéens en Italie, cette école rejette la validité épistémologique de l'utilisation des sens dans le cadre de l'expérience. Oui, Philippe, qui sont les Éléates? Les Éléates, ce sont des philosophes du 5e et 6e siècle avant notre ère, disciples d'Élée, qui s'intéressent beaucoup à la métaphysique. Ils sont reconnus comme des précurseurs de la logique. On a entre autres Zénon d'Élée qui est considéré comme l'inventeur de la dialectique et Parménide comme le fondateur de l'ontologie. Le principe fondamental des Éléates, c'est que tout se ramène à l'unité. L'unité comprend tout. En gros, l'univers est Dieu. Fascinant et presque quantique, mais c'est pas de ça que je veux parler. Le premier principe éléatique argumente qu'une entité doit être considérée comme réelle si et seulement si elle est capable de participer à des processus causaux. En résumé, si une entité peut provoquer des changements dans le monde, elle existe. OK. Mais un instant, Xénophane de Colophon. Es-tu en train de dire que si les enfants ont peur des fantômes, les fantômes causent la peur et donc les fantômes existent? Merci pour ta question, Philippe de Boucherville. Ma réponse sera double, oui et non. Que les enfants aient peur des fantômes ne les fait pas surgir dans la réalité. Mais le fait est que les fantômes existent. Sinon, comment faites-vous pour comprendre ma dernière phrase? C'est parce que vous comprenez la présence d'absence. Maintenant, considérons ceci. On peut souffrir de l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. On peut être calmé par le silence et on peut tomber dans un trou. Je tombais par le trou, le trou. En passant, un trou, c'est rien. Un trou, c'est l'absence de matière à l'intérieur de la matière. Mais comme cette absence est capable de participer à des changements dans le monde, comme par exemple une chute, c'est pratique de pouvoir la nommer au lieu de dire « Mon brave, ne tombez pas dans la non-continuité de la matière dans cet espace délimité vers lequel je pointe vaguement. » Non, faut pas que je le dise demain. Les trous existent, les silences existent, rien existe. Et guess what, Coconut? Ça change tout. Chapitre 2. Rien faire.
Rien faire dans notre société, c'est le pire péché. Fainéantise, flânerie, indolence, inertie, langueur, négligence, nonchalance, oisiveté. C'est un petit bonhomme. Vous savez, on dit que l'oisiveté est mère de tous les vices. Et l'oisiveté, en passant, c'est l'état d'une personne qui ne fait rien. En résumé, ne rien faire aurait de graves conséquences. Il y a deux choses ici. Premièrement, on a un aveu que rien existe par ses pires détracteurs qui prétendent assez ouvertement que rien participe à des processus causaux. Et deuxièmement, on apprend que rien cause, tenez-vous bien, tous les vices. Tous les vices. C'est quand même une grosse accusation. Attention tout le monde, danger, cette personne ne fait rien. J'ai rien fait. Si ça sonne ridicule, c'est parce que ce l'est. Maintenant, demandons-nous pourquoi on essaie de nous décourager de rien. Le simple fait qu'on utilise plus de 4 planètes de ressources par année démontre très bien que le problème, c'est pas qu'on fait trop rien, c'est qu'on fait trop tout. Il faudrait faire moins de tout, et pour ça, par définition, ça prendrait plus de rien entre les tout. Moins de tout, plus de rien. Malheureusement, le capitalisme a horreur de rien parce que la présence de rien implique l'absence de plus et le capitalisme vit pour plus. Plus d'extraction, plus de production, plus de revenus, plus de profit, plus de surplus et plus de plus-value. Dans ce contexte où toute notre vie est décidée par des gens qui en veulent toujours plus, on peut mieux comprendre pourquoi rien, c'est inacceptable, c'est dangereux, c'est la pire affaire depuis le pain pas tranché. Rien, en fait, c'est tellement grave que de le faire serait un gateway drug vers, je vous le rappelle, absolument tous les vices. Tous les vices. Mais la vérité, métadiscours, c'est que rien faire, c'est souvent la meilleure chose à faire. La plupart de nos problèmes sont au contraire causés par quelqu'un qui a fait quelque chose. J'ai eu un ordre de commencer à enlever 2 maisons qui on avait le permis et tout ça. Et puis en fin de journée, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. Ça fait que maintenant, aux dernières nouvelles, apparemment ça s'arrangerait avec le patron, le propriétaire et tout ça. Parce que j'espère que ça va s'arranger. Maintenant, moi, j'ai pris un coup dessus. C'est pas facile d'assumer ça, quoi. Le monde irait mieux si tout le monde faisait rien. Mais le problème avec ça, et j'y arrive enfin, c'est que rien faire, c'est extrêmement difficile. Je dirais même que c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Ça fait presque 1 mois maintenant que j'essaie de rien faire et c'est un échec total. J'ai beau essayer, j'y arrive tout simplement pas. Je suis continuellement freiné dans mon non-élan vers l'inertie par quelque chose, n'importe quoi, tout. C'est sans arrêt, c'est insensé, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Bon, déjà, il y a les choses que je suis fondamentalement obligé de faire, comme manger, boire, dormir et me loger. Si je fais pas ça, je meurs. C'est pour ça que j'y suis fondamentalement obligé. Après ça, il y a les choses que je suis mieux de faire, comme me laver, bouger un peu, communiquer avec d'autres êtres humains, aller au soleil, me brosser les dents. Je peux skipper une journée de toutes ces choses-là. Mais si je néglige de les faire trop longtemps, mon bien-être est rapidement mis en cause. Donc, je suis mieux de les faire. Après ça, il y a les choses que j'ai envie de faire, comme lire ou l'amour. Je suis pas obligé de faire ça, mais je veux dire, comment? Après ça, il y a les choses que j'ai pas envie de faire, mais qu'on m'impose, comme par exemple travailler ou encore faire mes impôts. Il a fallu que je fasse ça cette semaine, mes impôts, mais j'ai pas le choix, on me l'impose. Une pénalité majeure de cabotinage. Après ça, il y a toutes les choses que je suis supposé faire pour maintenir une apparence de normalité dans toute la structure sociale, nos us et coutumes, comme on dit. Les us sont toujours avec les coutumes, et ça, c'est un us en soi. Donc, il faut que je sorte mes vidanges, que je fasse le ménage, les courses, il faut que j'ai des hobbies, des intérêts, des compétences, mais il faut aussi que je relaxe tout en me gardant en forme. Il faut que je me coupe les ongles, les cheveux, que je prenne des vacances, des rendez-vous, des moments pour moi, que j'organise mon temps et que j'assure ma retraite.
D'ailleurs, permettez-moi un petit pas de côté ici dans les travaux domestiques. Cette charge de travail, on l'a dit, invisible. C'est un travail qu'on ne voit pas parce qu'il n'est pas rémunéré. Un travail qui n'est pas rémunéré n'est pas un travail. Sa gratuité l'essentialise comme étant rien, malgré son caractère essentiel à la continuité de l'existence. Ce travail domestique, dans lequel on peut inclure préparer les repas, faire le lavage, la vaisselle, le ménage, les commissions, toutes ces tâches auxquelles on ne peut échapper et qui ont historiquement été accomplies par les femmes, ce qui en fait, de surcroît, un enjeu féministe. La proposition habituelle pour remédier au problème, c'est que cette charge soit mieux répartie entre les sexes. Mais Angela Davis, professeure de philosophie et écrivaine américaine, une femme excessivement brillante de notre époque, militante communiste, féministe et pacifiste, propose une autre approche complètement différente. Rémunérer ce travail. Organize the unorganized. But what does that mean in the second decade of the 21st century? It means to organize women. It means to think about industries that have not necessarily been included in the notion of the working class. It means to be attentive to what Marx called reproductive labor, care industries, domestic work. As a matter of fact, all over the world, women perform the work and have always performed the work that allows men and other women to actually go out to work and participate in the capitalist economy. And that, as a matter of fact, if women were ever truly free, that would mean that the entire world would be free. C'est révolutionnaire comme façon de penser. Au lieu de vouloir qu'une injustice soit mieux répartie sur les épaules de tout le monde, pourquoi on ne chercherait pas à éradiquer l'injustice, point? Et ça m'a fait réfléchir. Dans un monde où les ressources sont finies, dans un contexte d'obligation de décroissance, on devrait encourager les bons à rien en les récompensant pour ce rien qu'ils font si bien. Si on a besoin que moins de gens fassent quelque chose et que plus de gens ne fassent rien, pourquoi on ne paierait pas les gens pour ne rien faire? Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, rien faire? Je viens d'en parler, il y a des choses qu'on est tous obligés de faire. Juste manger, dormir et se loger, j'ai pas le choix de faire ça. Le combat est donc perdu d'avance? Mais comme c'est biologiquement impossible de s'en passer, je propose que manger, dormir et se loger, c'est rien faire. Dans le sens de rien faire de plus que ce qui est nécessaire à la vie. Aux dernières nouvelles, dormir, c'est gratuit. Boire de l'eau, c'est encore gratuit. Pour combien de temps? Bonne question. J'ai vraiment investi dans des réserves d'eau qui sont à peu près environ 3,4 milliards de litres d'eau de source renouvelable par année. Parce qu'au Québec, on est assis sur de l'eau presque à l'infini. Manger et se loger, par contre, ça coûte de l'argent. Et c'est complètement illogique et odieux si on considère que c'est rien faire de plus que ce qui est nécessaire à la vie. Pourquoi rien faire coûterait de l'argent? C'est simple, parce que si rien faire était gratuit, moins de gens feraient le choix de travailler. J'ai des petites nouvelles pour vous. On veut pas tous des BMW, des grosses montres LED puis des maisons en banlieue. Si on avait accès gratuitement à nos besoins de base, plusieurs d'entre nous choisiraient de travailler moins, voire même de ne pas travailler du tout. Et donc, pour forcer tous ces gens à faire quelque chose, on doit capitaliser sur rien. Être assis en silence chez vous, ça coûte 1 400 $ par mois. Manger à sa faim tous les jours, minimum un autre 600. T'as rien fait encore, puis t'es déjà 2000 dans le trou. Mais au moins, tu peux encore dormir gratuitement. Ben non, tu peux pas. T'as pas le temps de dormir. Faut que tu te lèves et que tu fasses quelque chose si tu veux conserver le droit de ne pas mourir tout de suite. En passant, l'acte de contraindre, ça s'appelle de la coercition. Et la coercition, c'est une forme de pouvoir qui découle du fait, pour une personne, d'être en mesure ou d'avoir le droit de punir les autres pour leurs actions ou leurs comportements ou de leur refuser ce qu'ils demandent. En résumé, la coercition, c'est de la violence. On utilise la violence pour forcer les gens à faire quelque chose. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Plus j'y pense, plus ça sonne comme une menace. L'avenir, c'est rien et ça appartient à personne. Tout ce qu'on a, c'est le présent. Et lui, il appartient à ceux qui dorment encore.
Chapitre 3. Faire rien. Imaginez ceci. Vous êtes contre la violence. Il y a de la violence. Vous aimeriez que la violence cesse. Vous tentez des actions non violentes pour faire cesser la violence. Ces actions ne mènent pas à l'arrêt de la violence. Il ne vous reste comme possibilité que l'action violente. Vous êtes contre la violence. Il y a de la violence. Vous aimeriez que la violence cesse. Vous tentez des actions non violentes pour faire cesser la violence. Ces actions ne mènent pas à l'arrêt de la violence. Il ne vous reste comme possibilité que l'action violente. Vous êtes contre la violence. Voici le paradoxe de l'action non violente dans lequel plusieurs d'entre nous sont enlisés. J'ai l'impression de refaire ce chemin-là dans ma tête plusieurs fois par année comme une équation sans issue. Un pète puis répète politique. Alors comment on fait pour arrêter de tourner en rond? Facile, on arrête de tourner. Le problème avec ça, c'est que c'est plus difficile qu'on pense. Le principal obstacle de faire rien, c'est évidemment qu'on consacre beaucoup trop de temps à faire quelque chose, principalement à travailler. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de parler en ce moment au lieu de rien faire. Quand on dit que le temps, c'est de l'argent, ce qu'on veut dire, c'est que le temps, ça coûte quelque chose. On peut donc acheter le temps. Et pour acheter le temps, ça prend des coupons de temps. Et pour obtenir ces coupons de temps, il faut vendre le seul temps qu'on a de facto, c'est-à-dire le nôtre. Temps contre temps. À la base, on dispose tous du même temps. Ce qui diffère d'une personne à l'autre, c'est la valeur qu'on attribue à son temps. Le temps de quelques personnes vaut plein de coupons, tandis que le temps de la majorité vaut seulement quelques coupons. Résultat, certaines personnes dont le temps vaut beaucoup plus de coupons peuvent acheter immensément de temps à ceux dont le temps ne vaut presque aucun coupon. C'est comme ça qu'on achète la possibilité de rien faire. Ceux dont le temps ne vaut presque rien en contrepartie sont obligés de vendre une proportion toujours croissante de leur temps, question d'accumuler assez de coupons pour manger, dormir et se loger. C'est-à-dire rien de plus que ce qui est nécessaire à la vie. Tout ça leur laisse très peu de temps pour rien faire. Je vous épargne les détails à propos du fait que certaines personnes accumulent tellement de coupons de temps qu'ils commencent à acheter du rien. Des actions, des investissements, des propriétés, tous des mots qui réfèrent à des choses qui n'existent que dans notre métalangage. Les abstractions financières sont aussi réelles que les fantômes. Ce sont des histoires qu'on s'invente, mais qui provoquent des changements dans le monde. Dans le cas qui nous intéresse, elles permettent à des gens de se soustraire au système temps contre temps, auquel la plupart d'entre nous sommes contraints. Si je ne fais pas assez d'argent avec mon temps dans une période X, je risque de me retrouver dans la rue, sans rien à manger et à la merci des éléments et des fondations privées de vedettes. Non merci. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart d'entre nous travaillent un minimum de 40 heures semaine. Et on se répète trop souvent de façon illusoirement progressiste que n'importe qui travaille 40 heures par semaine mérite de vivre dans la dignité. Moi, je pense que ça devrait être une loi qu'une personne qui travaille 40 heures semaine au salaire minimum devrait être capable de se loger dans quelque chose de décent. Si la personne n'est pas capable, c'est parce que la société est mal faite et on doit faire des lois, baisser les loyers, forcer le monde, parce que c'est pas logique que tu fasses 40 heures semaine, que tu vis, que tu sois obligé de faire une deuxième job. Donc, si je comprends bien, pour accéder ça me à la réjouit dignité, tellement de le voir respect comme de ça. base, il faut d'abord que je travaille un minimum de 40 heures par semaine. En dessous de ça, je ne mérite pas le respect de base et je perds donc le droit de combler mes besoins vitaux. Je vous le rappelle, manger, dormir et se loger, c'est vital. Si je fais pas ça, je meurs. Imposer des conditions à la dignité, c'est monnayer la vie en menaçant de mort. La mort, par ailleurs, c'est un autre grand rien qui n'est pas sans conséquence. Question. Regardez-vous les fleurs avec mépris parce qu'elles ne participent pas assez au PIB? Maudissez-vous le soleil parce que sa production n'a pas doublé dans le dernier trimestre? Devrait-on bannir la nuit car elle coûte plus cher en électricité? Est-ce que tout ce qui existe, et même ce qui n'existe pas, doit servir le capital? Savez-vous pourquoi on travaille 40 heures semaine? Ben oui,
C'est grâce à rien. Avant, les gens travaillaient 80 heures par semaine. Les salaires étaient ridicules et les conditions dégueulasses. Fait assez troublant, nos enfants travaillaient dans les mines. Prenons d'ailleurs juste un petit instant de rien du tout pour réfléchir à ça. Avant, il n'y a pas si longtemps, nos enfants travaillaient dans les mines. Avez-vous des enfants ou avez-vous déjà vu un enfant? Pensez-vous que c'est une idée raisonnable de prendre un enfant, n'importe quel enfant, et de l'envoyer dans le fin fond d'un trou pour recueillir du minerai à l'aide d'un pic en métal? Pensez-vous que les enfants devraient servir l'économie ou croyez-vous que l'économie devrait servir les enfants? Qu'est-ce qui existe plus? Les enfants ou l'économie? Si aujourd'hui, nos enfants ne travaillent plus dans les mines et si les semaines de travail font maintenant 40 heures au lieu de 80, c'est entre autres parce que les gens ont fait la grève. Grève, définition. Cessation volontaire et collective du travail. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Rien. Ils ont arrêté de faire quelque chose, ils ont fait rien. Et ça a réglé leurs problèmes. Faire rien et rien faire, c'est deux choses différentes. Sauf que les deux ont des conséquences. Rien faire, c'est ce qu'on fait quand on accepte que des enfants qui ne sont pas les nôtres travaillent aujourd'hui dans des mines très loin de nous. D'ailleurs, il faudrait peut-être faire quelque chose par rapport à ça. Avez-vous une idée? Rien? Faire rien peut provoquer des changements. Faire rien supplante parfois toute chose comme outil de changement révolutionnaire. Sauf la violence, bien sûr, mais on en a parlé de ça tantôt. Ça vous tente pas, puis moi non plus. Fait que c'est ça. On n'arrête pas de dire qu'on peut rien faire. Il serait peut-être temps qu'on le fasse. Chapitre 4. Rien. À chaque fois que je crois avoir saisi rien, il disparaît et je tiens entre mes doigts, à sa place, quelque chose. L'existence de rien est paradoxale en soi, parce que si rien c'est quelque chose, c'est pas rien, mais c'est rien, sauf que rien c'est quelque chose, fait que c'est quoi rien finalement? Rien, c'est l'insaisissable espace à l'extérieur de tout. Sans rien, tout ne fait aucun sens. Les faces du prisme de tout sont délimitées par la présence de rien autour de lui. C'est comme ça que rien participe à définir le réel, en dessinant ses frontières. C'est pas tout ou rien, c'est tout et rien. Les deux sont inséparables, indissociables, consubstantiels. Au départ, je cherchais rien comme si c'était un autre sujet, une autre couleur de bonbon, une autre chaîne YouTube, un autre choix de réponse. Sauf que rien, c'est beaucoup plus que ça. C'est la possibilité à l'extérieur des possibilités. C'est le choix de ne pas répondre, celui qu'on ne fait pas assez souvent. C'est seulement quand j'ai arrêté de chercher rien que je l'ai trouvé. Parce qu'il était déjà là, partout autour de moi, entre les choses. Il fallait juste que j'étire les espaces, que j'agrandisse les intervalles, que je laisse des écarts. Rien, c'est prendre un détour, c'est marcher moins vite, c'est s'arrêter devant l'arbre au coin de la rue. Rien, c'est prendre une pause, faire une seule chose à la fois, travailler moins, ne pas produire, ne pas consommer. Rien, c'est dormir plus longtemps, c'est parler, c'est partager, c'est aider. Rien, c'est vivre. Rien n'a pas besoin qu'on s'en occupe, rien se fait tout seul, il faut juste le laisser faire. Mais rien faire, c'est d'accepter qu'on n'est pas seulement le personnage principal de l'existence, mais aussi son spectateur. Pour ça, il faut sortir de soi un peu. Quand je me considère comme une parcelle d'un tout, je réalise que mes présences d'absence ne sont pas des vides, mais des espaces dans lesquels autre chose que moi peut exister. C'est pas parce que je ne fais rien que rien ne se fait. Et même si personne ne fait rien, les choses se font elles-mêmes. N'en déplaise aux détesteurs de pronoms, notre langue en reconnaît même des impersonnels qui en témoignent assez bien. Il pleut, il vente, il neige, il est minuit moins une.
Et quand j'accepte de ne rien faire, je peux enfin assister à toutes ces choses qui me dépassent et se passent malgré moi, bien au-delà de ma volition. L'orage se lève, le soleil se couche, le printemps arrive et la vie continue son grand spectacle. Face à l'immensité de l'univers et le poids des éléments dont la somme n'est pas moi, comment faire pour ne pas me considérer comme secondaire, voire même anecdotique et insignifiant? Je ne suis qu'un rien dans le grand tout de l'existence. Et ce n'est pas une insulte, c'est un cadeau. Je n'ai rien à prouver, rien à performer, rien à craindre, rien à changer, rien à régler. Je n'ai rien à faire. J'existe et c'est tout. Et c'est bien assez. En terminant, j'aimerais ajouter rien. OK, c'est le temps des remerciements. Les mots de remerciement, j'appelle ça les remerciements maintenant. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier Rien. Maintenant que je suis conscient de ta présence, je t'apprécie de plus en plus. J'aimerais aussi remercier, bien sûr, Julien. Hein, comme d'habitude, on le sait, t'es bon, tout ça, sans toi, impossible. On va pas se répéter, là, hein, ça a déjà été fait. Julien m'a aussi demandé de remercier la NASA pour les enregistrements de trous noirs, de vents solaires et de planètes, parce que sinon, comment on ferait pour ajouter du rien dans un montage sonore? J'aimerais aussi remercier mes abonnés qui n'ont rien fait, rien de plus que ce qui était nécessaire à l'existence de ce balado. Et oui, tout le monde, les masques tombent, je fais tout ça pour survivre. Merci de vous abonner. Et un merci tout personnel à Amélie, Julia, Maxime Giroux, Hexapod, Sébastien Landry, Marc-André Demers, Carl Ducas, Tom Chabot, Azazel, Samuel Cossette, Marie-Ève Prévost, Noémie Fortin, Webphil, un intellectuel anxieux plein de volonté, Yves Legoun, Christian Duval, Marie-Christine Lechat, Fanny Collin, François-Guillaume Fournier, Michael Filion, Richard Trudel, Charlie-Anne Arsenault, Guillaume Paul, Dominique Lano, Félix Ducharme, Éric Aurousseau, Cousin Machin, Sébastien Beaulieu, candidat rhinocéros pour Côte-Nord, Kawawa, Chicamache, Nitassinan, Simon Janson, Justin Brault, James, Koalo, Paul-Louis, François-Alexandre Larose, Xavier Rémillard, Simon Lasselle, Jim Bad, Maude Bérubé-Saint-Denis, Poulet Provo, Charlie MB, Kevin Duchesne, Sea Life in Green, Sophie Junior Carrier, Éric Lauzon, William Brassard, Martin Donaldson, Xavier Lachapelle-Roy, Danny Gagnon, Benjamin Provencher, Martin Benoît, William Savard, Maxime Sauvage, Jean-Michel Berthiaume, François Chartier, Francis Doré, Olivier Groux, Ginette Bernatchez dans l'espace, Jimmy Bob, Sky Félix, Joli Cœur, Oscar Côté-Lapierre, Anaël Haché, Maxime Sabourin, Clem 6969 420, Petit Boubou, Marilyn P, Jean-Philippe Ménard, Jean-Yves Lessive, Mario Pikachu, Kevin Brosseau, Joe Leclerc, Catherine Simard, Mathieu FC, Jonathan Paulin, Sam, Samuel Lesage, Jason Gauthier, Brovic, Benoît Plouffe, Julien Roussy, Chloé Leroux, Alexandre Girard, Capitaine Zizi, Julien Millette, Sébastien Gilbert Lavoie, de Joe Cossette, Gabriel Lapierre, Mathieu Fournier, Julien L'aumônier, Dino Lapine, Marie-Josée Tremblay, Patrick Roy, Sveit JMB, Jean-Michel Filion, Dave à -1, Pierre-Olivier Vallée, Marc Lecourt, Pénélope Boutin-Renault, Jean-Christophe Bellil-Pipon, Ben et Joël, Impopulaire, Sucré Plaisir, Boubou, Simon Chamberlain, Alexandre Dubuc, Philippe Beauchamp, Jessie, Maryse Perron, Samuel Pravogne, Chris, Jean-Mathieu Chénier,
Caroline Fournier, David Abbé, Guillaume Sauvé, Anthony Savoie, Sébastien Ménard, Félix-Antoine Jaudoin, Simon Giroir, Samuel Péloquin, Julie Beauregard, Alexandre Proux, Jérôme Turmel, Christian Bissonnette, JSDC et Nicolas Gauthier, qui ont cru bon de payer plus que les autres. Ma gang de fuckés dans la tête. Hey, bye là! C'est fini! Y'a plus rien après. Bouh! Mais non, c'est une joke, y'a plus rien. Arrêtez. Stop!